Sì, grazie. Sono molto felice di parlare oggi all'Accademia di San Luca, però in modo un po' improvvisato, quindi in francese, però molto lentamente eh, per la comprensione. Parlerò del modello in Francia e il titolo che ho proposto è Dall'assenza al gigantismo, de l'absence au gigantisme. Alors que la maquette, Sabine Fromel l'a dit, est utilisée sur les chantiers de la péninsule italienne depuis au moins le Trecento, le modèle tridimensionnel ne fait pas son apparition dans la pratique architecturale au nord des Alpes avant le XVIe siècle. Les maîtres maçons de l'époque médiévale, même tardive, se contentaient en effet de dessins en 2 dimensions et de leur expérience empirique lorsqu'ils s'affairaient sur les chantiers gothiques. Je vous montre ici les dessins du carnet de Villard de Honnecourt qui date donc du XIIIe siècle. Cela ne veut pas dire cependant que le modèle n'était pas connu, puisqu'on en trouve fréquemment représenté, notamment dans la main des commanditaires ou des architectes, comme par exemple sur la tombe de l'architecte Hugues Libergier dans la cathédrale de Reims. Mais, d'une part, les architectures qui sont représentées ici ne sont pas fidèles à la réalité. Ce sont des évocations idéalisées, un peu comme les architectures simplifiées que sont les tabernacles ou les reliquaires. Et d'autre part, ces maquettes qui sont représentées ici n'avaient aucun rôle sur les chantiers. La plus ancienne maquette que l'on connaît en France, qui est conservée, date de 1515, et elle se place dans cette tradition. Ce n'est pas une maquette de chantier, c'est le modèle de l'église de Saint-Maclou à Rouen, qui est construite en papier mâché avec une structure de bois, la struttura di legno. Elle ne représente pas exactement l'église. Bon, vous ne le voyez peut-être pas parce que le détail n'est pas d'assez bonne qualité, mais il y a des différences avec ce qui a été construit. En réalité, elle a probablement été commandée par le commanditaire du jubé de l'Église pour perpétuer le mécénat, le souvenir de ce mécénat et de l'argent qui a été dépensé par ce commanditaire pour l'Église. L'utilisation en France des premières véritables maquettes de projet est une pratique qui a été effectivement importée par les architectes italiens en France à la cour de François Ier, comme celle que je vous montre ici, celle du château de Chambord, qui a été réalisée donc par Domenico da Cortona, et que vous voyez ici redessiné par Félibien, donc c'est un dessin du XVIIe siècle. Même si les maquettes elles-mêmes au XVIe siècle en France n'existent plus ou quasiment plus, on l'a dit, elles étaient souvent détruites ou réutilisées, on en garde beaucoup de traces dans les archives et dans certains documents graphiques, notamment dans les œuvres de Jacques Androuet du Cerceau et de Jacques Perret, ainsi que le prouve, je vous montre ici, les représentations du château de Saint-Maur, et Jacques Androuet du Cerceau lui-même dit à propos de ce dessin: « J'ai vu le modèle qui a été fait par le commandement de Catherine de Médicis, ce que j'ai dessiné. » Donc Jacques Androuet du Cerceau a dessiné le château de Saint-Maur d'après la maquette, d'après le modèle. Ou encore, peut-être plus spectaculaire, les dessins de Jacques Perret dans son traité en 1601, qui pouvait laisser voir l'organisation intérieure selon la pratique italienne, déjà évoquée par Sabine Fromel, et illustrée par la célébrissime maquette du Palazzo Strozzi de Giuliano da Sangallo. Vous voyez que la comparaison est assez évidente. Donc, Jacques Perret lui-même dessinait d'après des maquettes, ce qui veut bien dire qu'elles existaient et qu'elles étaient sans doute utilisées.
Cependant, l'utilisation du modèle en 3 dimensions ne se généralise pas en France. Durant les 2 premiers tiers du XVIIe siècle, jusqu'en 1660, on a très peu de maquettes. Les architectes français semblent ne pas s'approprier cet outil. Et je pense qu'en fait, c'est parce qu'ils la considèrent comme une pratique typiquement italienne. Ce n'est pas une pratique française, c'est considéré comme une pratique italienne. Ce qui explique, par exemple, que les rares maquettes qui existent soient liées à la régence de Marie de Médicis, donc l'épouse de Henri IV. Les 2 maquettes de cette époque les plus célèbres sont celles du Palais du Luxembourg, à Paris, donc 1612-1614, et celle que je vous montre ici, celle de la façade de l'église Saint-Gervais, 1616. Lorsque Louis XIII, après la régence de sa mère, Marie de Médicis, commence à exercer le pouvoir, cette pratique tombe en désuétude, sans doute pour marquer une rupture avec la période précédente, parce que Louis XIII était en conflit ouvert avec sa mère. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Jean-Baptiste Colbert à la surintendance des bâtiments de Louis XIV, en 1664, que la maquette fait de nouveau l'objet d'un véritable engouement, d'une véritable mode en France. Si les modèles qui sont réalisés sont bien évidemment liés au projet, aux chantiers eux-mêmes, Colbert en fait un instrument de prestige, un instrument dans la stratégie politique de la monarchie française, comme l'illustrent notamment les nombreuses maquettes pour le Louvre, selon les projets de Bernin par exemple. Ces maquettes étaient faites pour être exposées au public et généralement à l'échelle 1/50, ce qui permettait un bon équilibre entre les dimensions d'un modèle et la représentation du détail. Il s'avère qu'au fur et à mesure que les projets royaux se multiplient, les maquettes, en tout cas certaines maquettes, prennent une échelle de plus en plus monumentale, parce que leur fonction aussi a évolué. Donc la fonction évolue et l'échelle évolue. On sait ainsi que pour la construction du dôme des Invalides, selon le projet de Jules Hardouin-Mansart, on réalisa une maquette d'une hauteur d'environ 4 mètres, c'est-à-dire une échelle 1/20. Je crois que j'ai peut-être... Comme c'était aussi le cas sur les grands chantiers italiens, on a parlé de la cathédrale de Florence, ces ouvrages avaient une valeur désormais juridique et contractuelle. Je vous montre ici une citation des archives. Le maître maçon devait signer le contrat devant la maquette en promettant de respecter la forme, et ces modèles étaient conservés à proximité. Les ouvriers pourront faire leur dit prix et demande sur le modèle de la dite église. Je vous ai mis la traduction en bas, traduction un peu rapide, s'il y a des fautes, je vous prie de m'excuser. Tout ça pour dire qu'il y a une véritable évolution dans la fonction de la maquette à cette époque-là. Ces grandes maquettes seront également utilisées pour les chantiers royaux sous le règne de Louis XV, notamment pour la reconstruction de la façade de la cathédrale d'Orléans, puisqu'on fit faire une grande maquette en bois vers 1740, dont les dimensions étaient à peu près similaires à celles des Invalides. Vous voyez, 4,32 m de hauteur, une largeur de 3 mètres, soit une échelle d'à peu près 1/18. Et le dernier exemple un petit peu spectaculaire dont je voudrais parler ici, après je vais laisser mes collègues intervenir, c'est le modèle d'un pont qui a été construit en 1778 à Montpellier par un architecte qui se nomme Giral. Alors, je suis désolé, je n'ai pas d'image à vous montrer. Mais je vous montre ici quelques chiffres. Ce modèle était fait pour convaincre les habitants, un modèle véritablement somptueux, pour convaincre les habitants et convaincre les commanditaires de la solidité du projet, pour que les gens se rendent compte du résultat final. Donc vous voyez, l'échelle qui a été donnée au modèle est assez inédite, 1/6 dans le sens de la longueur,
c'est-à-dire un modèle de 13,60 m de long. Vous imaginez l'ampleur de ce modèle, et 80 cm de large. Et ce qui est très drôle, voilà, on pouvait faire circuler des gens dessus, et on a des témoignages. Il était possible de se promener sur ce pont, sur lequel on fit rouler des brouettes, etc., traînées et poussées par des hommes. Donc vous voyez à quel point on pouvait pousser l'expérience concrète sur les modèles. Donc, après ce petit panorama, on voit que entre le début du XVIe siècle, la maquette de Saint-Maclou à Rouen, et la fin du XVIIIe siècle, il y a des changements profonds dans l'utilisation et dans même l'échelle de la maquette en France. D'abord importée comme un outil de projection par les Italiens à la Renaissance, elle devient sous Louis XIV un instrument politique qui acquiert ensuite une valeur contractuelle. L'aspect expérimental, qui avait été utilisé déjà par Brunelleschi pour démontrer la constructibilité de la coupole de Santa Maria del Fiore à Florence, ne fait quant à lui son apparition qu'à la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire 350 ans après l'expérience de Brunelleschi. Donc, une différence de chronologie assez importante, mais des pratiques qui finissent par se rejoindre d'une certaine manière. Voilà, je vous remercie. Grazie a Raffaele Tassen. A proposito di questo gigantismo, di questa esasperazione dimensionale che ho scoperto dal libro, troviamo anche in un modello, mi pare, a Lovanio. Vorrei ricordare, siccome Sabine prima parlava di Kubrick, e come ci sia questa strana inversione in un altro film importantissimo dedicato al modello d'architettura, un film di Peter Greenaway, The Belly of the Architect, Il ventre dell'architetto, dove sorprendentemente Greenaway realizza, è la storia di questo architetto Crackelight che viene dall'America per realizzare una mostra di Boulez che non è mai stato in Italia, e sorprendentemente l'allestimento viene realizzato all'interno degli spazi del vittoriano, con questo rovesciamento dimensionale per cui i modelli, cioè il gigantismo di Boulez, questa dimensione ha quasi di incommensurabilità degli spazi bulleiani, vengono tradotti e risolti da Greenaway nella dimensione proprio lillipuziana, all'estremamente piccolo, con questa sorta di oscillazione continua tra misura e dismisura, tra eccessivamente grande per essere contenuto e eccessivamente piccolo di quello che veniva esposto, e contrappone poi a questa esasperazione dimensionale verso il piccolo della mostra intera di Boulez al gigantismo di questi improbabili archetipi che vengono messi al di fuori del vittoriano, purtroppo realizzati poi con questi colorini un po' da marmorino veneziano, che era l'unica incongruenza del film di Greenaway. Però è sorprendente come questo lavoro tra misura e dismisura compaia in un film così bello. Grazie anche a Tassen, anche per la chiarezza, ho capito tutto quanto, per cui vuol dire che ha fatto uno sforzo straordinario per rendere tutti partecipi di questo suo racconto. La parola adesso a Simona Valeriani del Victorian and Albert Museum, che mi pare sia impegnata per molto tempo su questa questione dei modelli.